Donc ce webinaire s'inscrit dans un cycle d'information pour parler spécifiquement de l'adaptation au changement climatique, donc qui est la deuxième composante en fait d'une action de lutte contre le changement climatique, hein, l'atténuation étant donc la deuxième. Et donc c'est une composante pour le coup qui a des enjeux propres, hein, qui sont vraiment différents de l'atténuation, puisqu'il s'agit vraiment d'anticiper finalement le risque physique en lien avec les aléas climatiques. Et donc nous organisons ce cycle d'information dans le cadre d'une mission donc, qui est financée par l'ADEME et la région Bretagne et cofinancée par nos 3 EPCI. Et donc aujourd'hui, dans cette mission, il y a donc deux grosses missions en fait qui sont des missions de sensibilisation et de l'accompagnement de projets ou des démarches, des stratégies de mobilisation autour de l'adaptation. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Franck Barrère, qui est climatologue à Météo France, qui va nous éclairer justement sur à quoi va ressembler le climat local d'ici 2050 pour nous, pour mieux comprendre en fait à quoi nous devons nous adapter. Donc juste sur les modalités d'intervention, Monsieur Barrère a découpé son intervention en 2 temps. Donc il y aura 30 minutes sur le contexte global, notamment la transcription de la TRAC, donc la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique vue sous le prisme Météo France. Hein, donc la TRAC qui, je rappelle, est une notion qui a été définie dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique au niveau de la France là. Puis il y aura un petit temps d'échange et une deuxième intervention donc de 30 minutes aussi qui sera plus sur les données précises locales du climat sur le bassin briochin. Donc du coup, n'hésitez pas à garder vos questions de côté et puis les poser lors du temps de questions-réponses qui va faire suite à l'intervention de Monsieur Barrère. Et du coup, je vous passe la parole, Monsieur Barrère, pour vous présenter un peu plus en détail. Oui. Merci. Oui, alors juste une précision sur les questions et les remarques éventuelles. Vous pouvez aussi les mettre sur le chat, comme ça, quand on fera la pause entre les deux présentations, on pourra y répondre. Voilà, donc je partage la première présentation. Donc, je pense qu'elle est à l'écran, là. Allô, allô? Oui, c'est bon. Là, on ne la voit plus, mais on la voyait. D'accord, ok. Voilà. Voilà, donc changement climatique, diagnostic et projection du globe. Donc j'aurais dû mettre le nom du département, j'ai oublié. Donc ça, c'est une présentation nationale que je vous montre, que j'ai adaptée aux Côtes d'Armor, donc dans le cadre de la TRAC, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Donc dans cette première présentation, qui est assez globale, on va voir déjà on constate déjà des effets du changement climatique à l'échelle du globe, à l'échelle de la France et à l'échelle des Côtes d'Armor. Qu'il est évident que ces évolutions vont se poursuivre et même s'amplifier pour certaines d'entre elles. On verra également à quel climat futur il faudra nous adapter. Il faut s'adapter, puisque les actions peuvent démarrer dès maintenant. Donc, il y a des notions de continuer à essayer de limiter l'ampleur des changements, c'est-à-dire d'éviter les changements qui seraient ingérables. Donc, ça, c'est l'objet des politiques d'atténuation. Et les politiques d'adaptation, c'est bien de gérer l'inévitable, c'est-à-dire les évolutions qui ont déjà commencé, qui vont s'amplifier dans le futur pour certains phénomènes météorologiques et climatiques. Alors, ce qui est important de préciser avant de commencer, c'est la différence entre la météo et le climat, parce que ça, il y a beaucoup de gens à tous les niveaux qui confondent encore les deux. La météo, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui, le temps qu'il fera demain, le temps qu'il fera dans les jours à venir. Donc, cette météo, elle évolue sans cesse, puisque nous sommes dans des régions tempérées, donc on est parfois sous l'influence d'anticyclones, de dépressions, avec des masses d'air plutôt fraîches ou plutôt chaudes, plus ou moins humides. Donc, voilà, il est très courant en météo que la température change de 2 degrés d'un jour sur l'autre, ou voire même d'une heure sur l'autre. Donc, ça n'a rien d'anormal, on va dire. Par contre, à droite, c'est le climat. Le climat, ce n'est pas du tout le temps qu'il fait un jour donné ou une semaine donnée, c'est la moyenne des conditions météo sur plusieurs décennies, donc c'est vraiment sur le long terme. Et quand on parle d'évolution du climat, 2 degrés de changement pour un climat, c'est beaucoup. Alors, sur l'exemple, on marque que c'est la différence de température annuelle moyenne entre Paris et Toulouse. Donc Paris et Toulouse n'ont actuellement pas le même climat. Et si on augmente la température moyenne de Paris de 2 degrés, on obtiendrait un climat qui ressemble au climat actuel de Toulouse. Donc, 2 degrés, c'est beaucoup. Et tout à l'heure, on verra que 4 degrés, c'est énorme de changement climatique. Alors qu'en météo, 2 degrés, c'est rien du tout. On a parfois des variations de 10 degrés d'un jour sur l'autre, mais ça, c'est tout à fait normal.
Alors, qu'est-ce qu'on constate depuis qu'on a des mesures de température en grand nombre à l'échelle du globe, hein? C'est que l'atmosphère s'est réchauffée en moyenne de 1,2 degré autour du globe depuis la fin du 19e siècle. Donc, c'est beaucoup, 1,2 degré hein, à l'échelle du globe, ça fait beaucoup d'énergie en plus. Donc, on constate aussi que ce réchauffement est très hétérogène. Ça, c'est la carte du dessous. Hein. Vous voyez le globe qui est projeté. On voit que c'est l'évolution des températures, par exemple, entre 1980 et 2020. On voit qu'elle est beaucoup plus forte à l'échelle des régions arctiques, donc tout ce qui est pôle Nord et zones environnantes. Hein. Par contre, dans l'hémisphère sud, notamment sur les zones océaniques des 40e rugissants ou des 50e hurlants, on a même des zones qui se sont rafraîchies légèrement depuis entre 1980 et 2020. Mais à l'échelle globale, si on fait la moyenne sur tout le globe, le réchauffement est plus marqué au nord et il est plus marqué sur les continents que sur les surfaces océaniques. Bon, l'océan, on n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais a une inertie, hein, il se réchauffe moins vite que les terres, ça c'est un peu normal. Ce qu'on constate aussi, c'est ce qu'on voit sur la carte, hein, c'est que l'Europe, c'est une des régions du globe avec les régions arctiques, qui s'est réchauffée le plus. Donc on est au cœur de ce réchauffement en Europe. Donc ça, c'est pour l'évolution de température. Alors à droite, l'évolution des précipitations, les tendances sont beaucoup moins nettes, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de carte, puisque les pluies, ça varie beaucoup d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, d'un jour sur l'autre. Il y a des très forts contrastes géographiques. Sur Terre, il y a des zones où il ne pleut quasiment jamais, et il y a des zones qui sont très, très arrosées. Et puis à l'échelle du globe, on n'a pas de données pluviométriques en grand nombre, notamment on n'en a pas sur les océans. Donc on a un petit peu de mal à évaluer une éventuelle évolution des précipitations. Donc il n'y a pas vraiment de tendance claire, on le verra à plusieurs fois dans le diaporama, que ce soit à l'échelle des cumuls annuels, des cumuls saisonniers. Bon, on suppose une augmentation de l'intensité de la fréquence des fortes pluies, mais dans l'état actuel des connaissances et des données disponibles, on a un peu de mal à la mettre en évidence. Donc ça reste quand même, il faut rester humble en termes d'évolution des précipitations, même si normalement un atmosphère plus chaud contient plus de vapeur d'eau, donc potentiellement peut générer plus de pluie, ça reste encore à prouver qu'à une échelle locale, on a une évolution des précipitations très nette. Alors, maintenant, si on fait un zoom sur la France, qu'est-ce qu'on observe en France? On observe la même chose qu'à l'échelle mondiale. Donc ici, vous avez un graphique qui vous montre qu'entre les années 1900 et 1990, on avait parfois des années froides, parfois des années chaudes, mais en moyenne, on était autour de zéro hein, par rapport à la référence. Là, la référence, c'est la moyenne 1961-90. Donc, il n'y avait pas de changement très net, si ce n'est des années ou même des séries d'années froides et puis des séries d'années chaudes. Et c'est clairement depuis 1990 qu'on voit à l'échelle de la France un réchauffement qui s'amorce et qui s'amplifie avec notamment 2022 et 2023 qui ont été à la fin du graphique. Là, il n'y a pas 2024, mais ça a été des années très chaudes, hein, puisqu'on était à 2 degrés d'anomalie sur ces années-là, comparé à la moyenne sous 1961-90, donc c'était énorme. À droite, c'est la même chose sur l'évolution des précipitations, et là, vous voyez que depuis 1959, toujours pareil comparé à la moyenne 1961-90, on a parfois, comme dans les années 99, 2000, 2001, 2002, des 4 années de suite où les pluies ont été excédentaires en France, et que derrière, on a eu 3 années de suite où les pluies ont été déficitaires. Donc, il n'y a pas vraiment d'évolution nette sur le cumul de pluviométrie à l'échelle de la France. Et à l'échelle de la Bretagne, on le verra tout à l'heure, c'est à peu près la même chose. Donc, retenez que pour les températures, c'est très net, il n'y a pas d'équivoque. Par contre, pour les précipitations, ça reste encore à étudier de plus près. Alors, si on zoome maintenant sur les Côtes d'Armor, donc là, j'ai pris l'exemple de la station emblématique de Rostronin, hein, qui dispose de mesures météorologiques depuis assez longtemps. Donc, vous voyez que Rostronin, c'est un peu le même schéma que sur la France entière, hein, avec des années de plus en plus chaudes. Les années 2022-2023 à la fin, avec une anomalie de 2 degrés par rapport à la moyenne habituelle à Rostronin. Donc, c'est exactement le même schéma qu'à l'échelle de la France. Et pour les pluies, c'est pareil. Bon, là, sur la moyenne mobile sur 10 ans, on a une petite tendance à la hausse en fin de série, mais c'est vraiment pas très significatif. Hein. Donc, même conclusion à l'échelle du département des Côtes-d'Armor qu'à l'échelle de la France, qu'à l'échelle mondiale. Alors, maintenant, on va arriver sur ces notions de trac. Un trac se traduit par la France à plus 4 degrés, donc c'est
toute une série de schémas et de graphiques qui sont destinés à aider à la mise en place des politiques publiques, à orienter les politiques publiques pour se préparer à une France qui s'est déjà réchauffée, mais qui va se réchauffer encore plus. Et donc, à l'horizon 2100, on va arriver très probablement à une France qui sera à plus 4 degrés par rapport au climat de référence des années 61-1990. Donc, c'est la TRAC. La TRAC, c'est trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est une action qui a été mise en place il y a à peu près 2 ans hein, par l'ancien gouvernement. Donc, l'idée, c'était pour vraiment coordonner les actions d'adaptation, il y avait une nécessité d'avoir une trajectoire commune hein, pour éviter que certains se projettent dans un réchauffement de plus 2 degrés, de plus 3 degrés, de plus 4 degrés. Il y a vraiment un objectif et une référence qui est commune. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et c'est quand même une volonté politique qui a été affichée au moins dans le discours, de façon très claire. Hein. Et ça définit ce à quoi il faut se préparer. Donc, vous verrez que ce n'est pas un scénario du pire non plus, mais c'est un scénario qui est le plus probable. Une France à plus 4 degrés à l'horizon 2100. Alors, au niveau mondial, on a vu tout à l'heure que l'Europe et a fortiori la France, c'était une des régions du globe qui se réchauffait le plus. Donc, l'hypothèse de la TRAC, elle est basée ici à l'échelle mondiale. Là, on voit le graphisme du globe. Hein, à un réchauffement de plus 2 degrés à l'échelle mondiale à horizon 2050 et plus 3 degrés à l'échelle mondiale, océan et continent, à l'horizon 2100. Et ça se traduit sur la France, qui est une région qui se réchauffe plus que l'échelle globale, par des réchauffements qui atteindraient 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés, donc c'est les fameux plus 4 degrés en 2100. Sachant qu'on l'a vu, la France s'est déjà réchauffée de 1,7 degrés par rapport à la période de référence qui a été calculée sur une grande partie du XXe siècle, que ce réchauffement va encore gagner 3 dixièmes d'ici 2030. Donc on est dans un processus long hein, qui a déjà débuté et qui va se poursuivre malgré la mise en place de politiques de réduction des émissions, puisque ces politiques restent toujours d'actualité. Hein. Il faut essayer de les tenir à tout prix pour rester à ce réchauffement de 4 degrés, qui est déjà énorme, hein, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissaient les anciens scénarios du GIEC, RCP 2.5, RCP 4.5 et RCP 8.5, qui sont ici symbolisés sur le graphique par les courbes vertes, les courbes jaunes et les courbes rouges, avec la dispersion, évidemment, puisque c'est des scénarios d'émission, donc qui sont associés à une incertitude. Vous voyez que la TRAC, l'objectif TRAC, il s'inscrit dans une sorte de moyenne entre l'ancien scénario RCP 4.5 et l'ancien scénario 8.5. Donc, ce n'est pas le scénario du pire qui est associé à des émissions en constante évolution, ce qui était le scénario RCP 8.5, sans politique d'adaptation. Ce n'est pas non plus la version plus optimiste du scénario RCP 4.5 qui était associé à des réductions drastiques d'émissions à partir de l'horizon 2030-2040. C'est une espèce de schéma moyen entre les deux. Donc, on va dire que c'est un objectif qui est tout à fait dans le noyau central hein, des scénarios pour le futur, mais qui s'accompagne de politiques d'adaptation assez importantes, hein, d'atténuation, pardon, assez importantes. Donc, voilà, retenez que ce n'est pas le scénario du pire, mais c'est un scénario de réchauffement qui est quand même dans la moyenne de ce qu'on peut raisonnablement attendre pour l'horizon 2100. Ça, c'est important de le retenir. Alors, si maintenant on essaye de replacer ce scénario France à plus 4 degrés, donc l'avantage des 4 degrés, c'est que ça parle à tout le monde hein, par rapport aux anciens scénarios RCP qui étaient quand même assez compliqués à comprendre pour pas mal d'acteurs. Donc là, si on regarde les observations sur la France, hein, notamment les années récentes, 2022-2023, qui étaient très chaudes, hein, comme je le disais tout à l'heure, 2024 qui a été un peu moins chaude, on peut comparer ces années très chaudes du climat récent avec le futur. Hein. Donc on voit que finalement, par rapport à l'horizon 2050, les années 2022-2023, qui étaient très chaudes dans le climat passé et récent, c'est des années qui seraient des années presque normales dans le climat TRAC horizon 2050, donc France à plus 2,7 degrés. Et par contre, ces années très chaudes dans le climat passé récent, seraient des années qui seraient plutôt fraîches dans le climat
d'un horizon 2100 track France à plus 4 degrés. Tout ça pour dire que, encore une fois, le climat futur plus 4 degrés, c'est une moyenne sur 30 ans. Hein, donc, ça sous-entend que dans cette période de 30 ans, qui sera plus chaude de plus 4 degrés par rapport à la période du climat passé, il y aura aussi des années un peu plus fraîches et des années beaucoup plus chaudes. Donc, on peut replacer ces années 2022-2023 comme étant des années qui seront considérées comme fraîches dans le climat à plus 4 degrés de l'horizon 2100 de la track. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est important comme notion parce que ça ne veut pas dire que toutes les années futures seront très chaudes. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus d'années chaudes, que ces années sont de plus en plus chaudes, mais qu'il y aura aussi de temps en temps des années un peu plus fraîches à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe, voire même du globe. Donc, le climat, ce ne sera pas constant tous les ans, et évidemment, il y aura toujours une certaine variabilité, comme on a pu connaître par le passé. Vous voyez que dans le climat passé, même si on voit qu'il y a une tendance à la hausse, il y a des années comme 2010, qui était une année plutôt fraîche au sein d'une série d'années qui étaient de plus en plus chaudes. Donc, c'est normal que d'une année sur l'autre, on ait des variations de 1 degré, voire 2 degrés à l'échelle de la France. Ça dépend du type de masse d'air, ça dépend de la variabilité météorologique. Alors, on va maintenant voir une première conséquence. Alors, c'est une conséquence qui est très importante. Alors, j'insiste bien sur le fait que les conséquences qu'on va voir là, c'est à l'échelle de la France. Hein. Ça concerne les canicules. Alors, évidemment, les Côtes-d'Armor, ce n'est pas le département le plus chaud de la France métropolitaine, mais il n'empêche que les Côtes-d'Armor ne sont pas à l'abri des effets du réchauffement, on le verra tout à l'heure. Et de toute façon, si la France se réchauffe beaucoup, il y aura des conséquences pour les Côtes-d'Armor, notamment par exemple en été, avec sans doute un afflux de gens qui viendront respirer un air plus respirable sur le bord de la Manche par rapport aux chaleurs qu'il fera dans le sud de la France. Donc là, on va parler de canicule et on va se projeter dans le futur avec donc les scénarios track à plus 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100. Et vous allez voir que 4 degrés en termes de canicule, c'est vraiment très important. Donc là, première diapositive, on regarde dans le passé, et dans le passé, la France a connu des périodes de canicule. Alors une canicule, on l'a définie comme étant une période d'au moins 3 jours consécutifs, pendant lesquels les températures de jour et les températures de nuit sont supérieures à un certain seuil. Donc là, le seuil qui a été choisi, c'est le seuil de 25 degrés, mais c'est 25 degrés moyenne jour-nuit. Hein. Ça sous-entend 20 degrés le matin et 30 l'après-midi, comme seuil de déclenchement, mais évidemment, dans les canicules les plus chaudes. Donc la plus grosse boule, là, c'est la canicule de 2003, hein, qui avait touché toute la France, et également les Côtes-d'Armor. On a vu pendant une quinzaine de jours des températures qui atteignaient en moyenne de l'ordre de 30 degrés jour-nuit, c'est-à-dire 40 l'après-midi et 20 le matin. Donc c'était la pire séquence de canicule que la France ait connue depuis 1945. C'est quelque chose dont beaucoup de gens se souviennent, et notamment on se souvient qu'il y avait une surmortalité très importante, notamment dans les populations les plus fragiles et dans les grandes agglomérations. Donc un événement majeur du climat passé. Donc là, on est dans le passé. Il y a des canicules de temps en temps à l'échelle de la France, mais il n'y en a pas tous les ans. Mais il y en a quand même de plus en plus. Alors là, maintenant, on se projette dans le futur. Donc ici, c'est la France à plus 2 degrés horizon 2030. Vous voyez que les boules vertes, qui sont des simulations hein, des canicules du futur, les modèles nous simulent des canicules qui sont à peu près, la plupart du temps, à peu près équivalentes à ce qu'on a connu dans le passé. Mais les simulations évoquent quand même des choses qu'on n'a pas connues dans le passé récent, c'est-à-dire des canicules qui seraient de la même intensité que celle de 2003, mais qui seraient beaucoup plus longues, hein, qui dureraient 40-45 jours. Donc, c'est 2003, mais x3, quoi, quelque part, hein, en termes de durée. Donc, 45 jours, ça fait 1 mois et demi. Donc, on imagine qu'il y aurait des conséquences sanitaires et des conséquences économiques qui seraient sans doute beaucoup plus importantes qu'en 2003, puisque c'est plus durable. Mais on reste quand même dans des choses qui sont relativement comparables. Vous allez voir qu'après, c'est bien pire, puisque là, si on se projette à l'horizon d'une France à 2,7 degrés de plus à l'horizon 2050, et ben là, les modèles nous simulent parfois des canicules qui durent 20 jours, hein, donc un peu plus longues que celles de 2003, mais qui auraient des moyennes jour-nuit à 32 degrés. Donc tout à l'heure, je disais que quand on a une moyenne jour-nuit à 30 degrés, on peut estimer qu'on a en moyenne sur la France, 20 le matin, 40 l'après-midi, ce qui est beaucoup, puisque c'est une moyenne. Et là, les modèles nous simulent pour 2050, avec une France à plus 2,7 degrés en moyenne, des canicules qui dureraient 20 jours, donc un peu plus que 2003, une semaine de plus que 2003,
mais avec des moyennes jour-nuit à 32 degrés. Donc 32 degrés, c'est 44 le matin et 44 l'après-midi et 20 le matin. 44 en moyenne sur la France, c'est-à-dire sans doute des endroits où il ferait 46, 47, 48 l'après-midi. Donc ça commence à faire très chaud. Et vous voyez que les modèles simulent plusieurs épisodes de ce type à horizon 2050. Donc on voit bien que le nuage de points, il se déplace petit à petit vers la droite. Et le pire, évidemment, c'est la France à plus 4 degrés en 2100, où là, les modèles nous simulent des canicules qu'on n'avait évidemment pas connues en France dans les siècles passés, qui pourraient durer jusqu'à 60 jours, donc 2 mois consécutifs, et qui auraient des moyennes jour-nuit à 34-36 degrés. Donc on peut dire que ça fait 22 le matin et 46 l'après-midi en moyenne, ce qui sous-entend que localement, on aurait des températures qui atteindraient 50 degrés sous abri dans certains coins de la France. Alors sans doute pas dans les Côtes d'Armor, mais il n'empêche que c'est des choses qui sont très très significatives et que il convient de s'y préparer le plus tôt possible, hein, puisqu'on imagine que les conséquences sanitaires, économiques, agricoles seraient absolument énormes, énergétiques également. Donc c'est vraiment des phénomènes qu'on n'a jamais connus en France depuis qu'on est sur cette terre. Donc c'est quand même très, très, très significatif. Encore une fois, c'est à l'échelle de la France, ce n'est pas à l'échelle des Côtes d'Armor. Donc, en moyenne, dans le climat futur, plus 4 degrés horizon 2100, on aurait 10 fois plus de vagues de chaleur, donc des vagues de chaleur plus fréquentes, des vagues de chaleur qui seraient plus longues et des vagues de chaleur qui seraient plus intenses. Donc, il y a les trois choses qui seraient combinées. Les vagues de chaleur de 2022 qu'on a connues, qui étaient des vagues de chaleur intenses mais très courtes, elles seraient complètement anecdotiques par rapport à ce qu'on va connaître dans le futur, avec ce scénario plus 4 degrés. Alors, si on regarde maintenant, parce que la traque, évidemment, c'est des projections, c'est une échelle de température pour les projections, mais c'est associé aussi à tous les paramètres climatiques, hein, notamment les précipitations. Donc là, par contre, les variations sont beaucoup moins nettes, hein. Déjà, dans le passé, on a vu tout à l'heure que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'évolution très significative des précipitations pour l'instant, si on se base sur les observations depuis 50 ans ou même 100 ans. Et on voit que pour les simulations associées à la traque, donc à la trajectoire plus 2,7 et plus 4 degrés, on a des précipitations qui sont très, très dispersées, hein, dans les modélisations. Ce n'est pas étonnant puisque les précipitations, c'est des phénomènes météo qui sont quand même assez capricieux. Il ne faut pas grand-chose des fois pour changer complètement un régime pluviométrique. Donc, bon, on devine quand même une tendance à la hausse d'un contraste saisonnier, mais on a quand même des modélisations dans le futur qui diminuent les précipitations à l'échelle de l'hiver, même si la majorité des simulations augmentent les précipitations. C'est à peu près la même chose à l'horizon 2100. Et en été, on a en moyenne, les simulations diminuent les précipitations pour le futur dans les scénarios track, mais on a aussi quelques simulations qui augmentent les pluies. Donc, bon, si on se base sur la médiane ou sur la moyenne, on est quand même dans un scénario qui nous ferait augmenter légèrement les précipitations en hiver dans le futur et les ferait diminuer légèrement en été. Mais tout ça, c'est associé à une forte incertitude. Alors, si on le projette à l'échelle de la France, vous avez sur la carte, là, c'est l'augmentation des précipitations maximales quotidiennes, donc qui en moyenne augmenterait de 15% sur la France. Mais les zones qui sont hachurées, notamment les zones du tiers sud, c'est des zones, quand il y a des hachures, ça signifie que la variabilité est vraiment très importante dans les modèles. Donc, les tendances qu'on peut obtenir, elles ne sont pas très fiables. Sur le reste de la France, les tendances sont un peu plus nettes, mais encore une fois, bon, si on peut considérer qu'aujourd'hui, on a des précipitations maximales quotidiennes qui sont de l'ordre de 30 à 40 mm, si vous augmentez de 15%, ça veut dire qu'elles passeraient de 35 à 45 ou 46 mm, ce qui n'est pas non plus, ça ne change pas la vie complètement, quoi. Donc, ce n'est pas comme quand on passe de températures les plus fortes de 40 à 50 degrés. Là, l'impact est très fort. Pour les pluies, l'impact est sans doute un peu plus limité. Et en plus, c'est associé à une forte incertitude. Donc, retenez que pour les précipitations, il y a encore beaucoup de travail, hein, pour essayer de quantifier ces évolutions futures. Bon, de toute façon, comme les températures vont de façon quasi certaine continuer à augmenter, il
y aura aussi de l'évaporation qui sera beaucoup plus importante, on va le voir tout à l'heure, avec des conséquences sur les sols et sur les réserves en eau de surface qui seront importantes, même si les régimes pluviométriques n'évoluent pas beaucoup. Alors justement, on y vient tout de suite. Là, c'est des projections sur la ressource en eau. Donc vous voyez que la carte de droite, c'est les sécheresses, qui décrit les sécheresses au sol à l'horizon 2100, donc avec une France à plus 4 degrés. Vous voyez que tout est rouge. Ça signifie que la sécheresse des sols va augmenter. Alors, même si les précipitations, je le répète, n'augmenteraient pas de façon significative sur la carte de droite, on voit bien qu'avec la hausse de température, notamment en période estivale, on aura une évaporation et une évapotranspiration qui sera beaucoup plus forte que ce qu'on a connu dans le passé, et avec une sécheresse accrue des sols. Alors, il n'y aura pas des sécheresses tous les ans, mais quand il y aura des sécheresses, elles seront plus longues, plus intenses et plus durables que par le passé. Il n'y aura pas des sécheresses tous les ans, mais il y aura beaucoup d'années sur une série de 10 ans ou 20 ans qui seront en état de sécheresse. L'augmentation, elle est beaucoup plus forte sur la moitié sud que la moitié nord, parce qu'évidemment, les températures sont beaucoup plus chaudes sur la moitié sud. Donc ça, c'est la carte de droite. Et la carte de gauche, alors c'est l'eau utile, donc c'est l'eau qui s'infiltre dans les sols. Vous voyez que là, ce qui est simulé pour la traque horizon 2100, France à plus 4 degrés, c'est que l'eau utile sera beaucoup moins importante dans le tiers sud, ou dans la moitié sud, qu'il y a des hachures sur les côtes de la Manche et l'est de la France, ça signifie qu'il y a une grosse incertitude dans les modèles. Et si on regarde sur la Bretagne, on serait plutôt dans une baisse assez légère de l'eau utile, c'est-à-dire l'eau qui peut s'infiltrer dans les sols, notamment en saison hivernale. Alors, on arrive maintenant à la synthèse des impacts. Alors là, on est à l'horizon 2050, une France à plus 7 degrés. Donc, je rappelle que là, on est à l'échelle de la France, donc il faut moduler ça avec les caractéristiques locales des Côtes d'Armor et encore plus du pays de Saint-Brieuc. Donc, l'augmentation des températures à l'échelle de la France, 20 jours de vague de chaleur, jusqu'à 100 nuits très chaudes dans une année, pour les régions les plus chaudes, donc plutôt du tiers sud. Les modifications limitées des précipitations avec une légère hausse en hiver et une légère baisse en été. Des pluies extrêmes un peu plus intenses. Une baisse de la ressource en eau à l'horizon 2050 qui va déjà devenir sensible. Un mois supplémentaire avec des sols secs. Baisse de l'enneigement en montagne, ça c'est anecdotique pour nos régions. L'augmentation du niveau de la mer, alors là, c'est pas anodin pour nos régions, c'est évidemment un phénomène très important à suivre de près. Donc là, 30 cm à 1 mètre de montée des eaux, à l'horizon 2050, c'est plutôt la fourchette basse qui est pour l'instant envisagée, donc 30 à 40 cm, ce qui est déjà significatif, notamment en zone côtière, évidemment. Alors tout ça s'accompagnera, mais ça c'est aussi à moduler localement, des risques sanitaires qui seraient liés aux fortes chaleurs, au changement dans la biodiversité de certains insectes, par exemple les moustiques, qui pourraient amener des nouvelles maladies. Donc ça, c'est les risques infectieux et épidémiques. Des risques sur les infrastructures et les réseaux de transport, de stockage d'eau. Des inondations par ruissellement qui pourraient être un peu plus fortes. On verra tout à l'heure dans l'histoire de la météo de Saint-Brieuc qu'on a eu déjà des choses très importantes par le passé. Le début des tensions sur les usages de l'eau. Un risque de feu de forêt, de végétation qui serait accru. Donc là, encore une fois, le pays de Saint-Brieuc, ce n'est pas la zone la plus à risque en Bretagne, mais on pense par exemple à la forêt de Brocéliande ou la forêt de Rennes ou aux forêts du Morbihan et des Landes, qui sont des zones qui sont déjà sous surveillance. Évidemment, alors ça c'est important pour le pays de Saint-Brieuc, des impacts forts sur la production agricole et sur l'exploitation forestière, des menaces sur la biodiversité, des questions de retrait-gonflement des argiles pour les dommages sur le bâti, donc des fissures qui pourraient apparaître, et puis un risque accru d'érosion côtière et de submersion marine, non pas parce qu'il y aura plus de tempêtes, mais parce que le niveau de la mer sera plus élevé. Donc, une même tempête qui passe à 50 ans de différence, si le niveau de la mer est plus important, elle aura des impacts plus importants. Donc là, on est dans des impacts qui sont importants mais limités à horizon 2050 pour une France à 2,7 degrés de plus. Et si évidemment on passe à 4 degrés de plus à l'horizon 2100, là les impacts sont les mêmes, mais ils sont beaucoup plus forts. Donc là, on est plutôt sur la fourchette haute, on s'approche du mètre d'évolution du niveau de la mer, donc là, ça commence à être très sérieux, surtout pour des régions comme les nôtres. La neige en montagne, c'est pas trop gênant pour nos régions.
La baisse de ressources en eau, donc on passe de 1 mois à 2 mois hein, supplémentaires de sol sec la plupart du temps. Donc, une baisse très significative. Une légère intensification donc des modifications des précipitations, donc un peu plus de pluie en hiver, un peu moins en été, et une légère augmentation des pluies extrêmes. Et puis les vagues de chaleur, on l'a vu tout à l'heure, l'apparition de vagues de chaleur à l'échelle de la France qui serait très très impactante dans une France à plus 4 degrés. Tout ça pour dire que bon, une hausse de température à 2,7 degrés, c'est un changement climatique, et je n'hésite pas à dire qu'une hausse à plus 4 degrés, c'est quasiment un bouleversement climatique. Donc, avec des choses qu'on a du mal à imaginer même maintenant en termes de conséquences pour tout ce qui est les risques qui sont indiqués en dessous. Des choses qu'on n'a jamais connues, donc des choses qu'on n'a jamais connues, on a du mal à imaginer, hein, même dans les scénarios les plus pessimistes. Alors, ce n'est pas pour être anxiogène, hein, c'est une réalité physique. Hein. Si on continue à émettre des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, on a un réchauffement derrière qui est une loi physique. Hein, les lois physiques, elles sont respectées par la nature et par l'atmosphère. Hein. Donc, évidemment, il ne faut pas abandonner dès à présent les politiques d'atténuation, puisque l'atténuation, elle reste primordiale. Il faut vraiment tout faire pour qu'on n'atteigne pas ces plus 4 degrés et qu'on reste en dessous. Hein. C'est vraiment ça la limite sur laquelle il faut continuer à se battre, à la fois en tant que citoyen, mais en tant qu'acteur public. Voilà. Donc, maintenant, si on essaye d'imaginer les impacts sur le territoire qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'échelle locale, hein, l'échelle des EPCI. Donc, Météo France a mis à disposition plusieurs sites hein, sur lesquels on peut avoir des éléments à l'échelle de la commune, notamment Climadiag. Alors, à l'issue de la deuxième présentation tout à l'heure, on ira faire un petit tour sur Climadiag. Vous verrez que je pense que certaines d'entre vous doivent déjà connaître ce site. Hein. Donc, c'est un site qui est très, très, très pratique. Hein. Il suffit de taper sa commune et on a des éléments sur les climats futurs à horizon 2030, 2050, 2100. Et évidemment, ce site Climadiag qui est géré par Météo France, qui a un accès entièrement gratuit, il est track compatible, c'est-à-dire qu'il a été remis à jour l'année dernière avec les mêmes simulations que celles qu'on a vues tout à l'heure, donc qui sont utilisées dans le cadre de la track. Alors, pour préparer cette intervention, j'ai sorti quelques graphiques. Hein. Alors, j'ai pris Lamballe, hein, mais j'aurais pu prendre d'autres communes, évidemment, des 3 agglos dont vous faites partie, puisqu'on peut descendre à l'échelle communale. On aurait pu prendre Illion, on aurait pu prendre Trémuson, on aurait pu prendre Saint-Brieuc ou une autre petite commune. Donc là, sur Lamballe, alors qu'est-ce qu'on constate? On constate dans le climat futur, donc là, on est horizon 2100, track plus 4 degrés. Vous voyez que les températures moyennes augmenteraient en toute saison, hein, avec en été une moyenne qui passerait de 16,6 degrés dans la valeur de référence du climat récent à 19,7 degrés. Donc on gagnerait on gagne 4 degrés à l'échelle de la France et en été, sur Lamballe, on gagnerait 3 degrés. Donc c'est un petit peu atténué par rapport à la moyenne française. Bon, c'est lié en grande partie à la proximité de la mer qui fait qu'on a quand même la Manche qui tempère le climat en été. Et en hiver, la hausse, elle est aussi un petit peu plus limitée qu'à l'échelle de la France. On passerait de 5,9 à 8,4 degrés en moyenne. Et vous voyez qu'ici, vous avez les intervalles de confiance entre les valeurs basses et les valeurs hautes à horizon 2100. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Hein, on va dire que l'incertitude sur les températures, elle est faible, je dirais malheureusement. À droite, c'est donc les projections de précipitations par saison, toujours pareil sur le secteur sur la ville de Lamballe. Donc, vous voyez qu'il y a des petits changements, mais ils ne sont pas très significatifs et que les intervalles de confiance sont plus importants que pour les températures. Donc, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure hein, sur les évolutions qui sont faibles, mais qui sont associées à une forte incertitude pour le futur. Alors, plus concrètement, on a quelques indicateurs liés à la santé. Par exemple, le nombre annuel de nuits chaudes. On part de zéro. Alors, dans le climat récent du pays de Lamballe, il y a parfois des nuits chaudes, hein, mais le zéro ici, c'est 0, quelques dixièmes de %. On a arrondi à 0. Et dans le climat futur, on aurait quand même un nombre de nuits chaudes qui deviendrait, on va dire, significatif, mais beaucoup plus faible, évidemment, que ce qu'on peut avoir dans d'autres régions de France plus continentales. Bon, ça, exemple d'adaptation, c'est travailler sur le confort thermique d'été des bâtiments, hein, parce qu'actuellement, on sait que c'est pas trop... Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans le confort thermique en hiver, mais en été, il y a encore des choses à mettre en place. Hein. Pour le tourisme,
Donc, le nombre annuel de jours estivaux, alors on va dire que c'est pareil, les Côtes-d'Armor, ce n'est pas un pays qui est réputé pour sa forte chaleur, mais il y a quand même des étés chauds de temps en temps, puis des étés très agréables avec du soleil et beaucoup de monde qui vient visiter ce beau département. Bon, évidemment, dans le futur, avec une France à plus 4 degrés, on aura des... Alors là, c'est 2050, hein, c'est pas 2100. Donc, on aura beaucoup plus de jours dits estivaux, c'est-à-dire des jours chauds en été, mais beaucoup plus que par le passé, mais ça restera très raisonnable par rapport à ce qu'on aura dans d'autres régions de France. Donc, il est même probable dans le tourisme que il y ait de plus en plus de touristes qui viennent en été pour profiter du bon air pur des Côtes-d'Armor et éviter les fortes chaleurs qui régneront dans beaucoup de régions en France. Alors, qui dit chaleur, évidemment, dit risque de feu de forêt, dont je disais que tout à l'heure, c'était un risque qui était assez limité, bon, qui dépend de la météo, du climat, mais qui dépend aussi, évidemment, du type de végétation. Bon, il n'empêche qu'à l'avenir, il faudra commencer, donc là, on est toujours sur 2050, il faudra commencer à s'intéresser au sujet, hein, puisque on peut faire du débroussaillage préventif, on peut faire de la surveillance en été, et notamment ce qui est sensible dans la zone côtière des Côtes-d'Armor, c'est les zones de lande, hein, puisque la lande sèche très vite, retient très peu l'eau, donc elle peut... on a vu qu'à Locarn, il y a eu un incendie important là, au début du mois d'avril. Voilà, c'est les zones qui sont les plus sensibles, on va dire, sur les Côtes-d'Armor, avec quelques forêts, pour ce risque feu de forêt. Mais ce n'est pas le risque majeur pour l'instant dans le département. Alors, sur l'agriculture, bon, il y a des projections qui ont été faites du nombre de jours de sol sec. Donc là, on doit être à l'horizon, oui, j'ai mis 2100, mais là, c'est 2050. Au niveau du nombre de jours avec des sols secs, ça augmente un petit peu, mais on va dire que ça sous-entend qu'il faut commencer à réfléchir à des modifications de pratiques culturelles, hein, ou à changer de variété des plantes qu'on élève. Également, pareil pour l'élevage. Les sols étant secs, les températures augmentant, évidemment, il y a une adaptation sans doute nécessaire des bâtiments d'élevage et du type de culture. Et également de commencer Bon, ça, il y a déjà des entreprises heureusement, qui s'en préoccupent, hein, c'est le bien-être des salariés dans un climat plus chaud. Travailler en extérieur ou dans des atmosphères confinées où il fait très chaud, ça devient une préoccupation, hein, pour les employeurs et également pour les salariés. L'agriculture, ce qui est peut-être le plus spectaculaire à horizon 2050 sur le pays de Lamballe, c'est la baisse du nombre de jours de gel, hein. Actuellement, on a une moyenne sur la ville de Lamballe de 24 jours de gel par an, et on baisserait à 2050 à une dizaine de jours en moyenne, hein. Donc, en termes agricoles, ça signifie beaucoup moins de dormance en hiver, et notamment la culture emblématique de la pomme risque de souffrir de cette diminution drastique du nombre de jours de gel. Donc là aussi, il y a sans doute des adaptations à faire dans les choix des variétés, notamment pour tout ce qui est culture de fruits. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce premier diaporama. Donc en résumé, on a déjà des effets du changement climatique qui sont mesurables, hein, à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle du globe, à l'échelle de la France ou à l'échelle locale. Ces évolutions vont se poursuivre, ça c'est indéniable, mais il est encore temps d'agir pour limiter l'ampleur de ces changements, donc tout ce qui est politique d'atténuation, mais surtout ne pas les arrêter, hein, continuer à maintenir ces politiques et à les amplifier. Et donc, cette track, elle a été conçue pour qu'il y ait une trajectoire commune, hein, pour tous les acteurs publics, pour permettre de bâtir des stratégies d'adaptation et de préparer ensemble l'avenir le mieux possible. Merci de votre attention. Donc, on va prendre maintenant les questions pour cette première intervention. Donc, il y a déjà 2 questions dans le chat. Là, il y en a une de Sébastien, donc, du syndicat d'énergie, qui demande s'il y a eu des simulations d'extrême chaud dans les Côtes-d'Armor. Oui, il y a des simulations d'extrême chaud dans les Côtes-d'Armor. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les simulations climatiques, elles sont faites, c'est d'abord des simulations météorologiques qui sont faites avec des scénarios avec de plus en plus de concentration de gaz à effet de serre. Donc, dans le climat futur, on simule la météo de tous les jours. Et donc, dans cette météo de tous les jours, à horizon 2070-2100, on a des journées très chaudes,
qui ont été simulés. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on verra tout à l'heure que le record de chaleur à Saint-Brieuc-Trémuson a été battu en 2022 avec 39 degrés. Je ne l'ai pas vérifié, mais je pense que dans les simulations climat futur, on peut arriver à des températures qui dépassent les 40, hein, y compris sur Saint-Brieuc et les communes proches, sous réserve que le vent soit au sud-est, hein, parce que c'est ça qui fait que les fortes chaleurs pourront gagner la péninsule bretonne et les côtes de la Manche. C'est que si le vent vient de la mer, il ne fera jamais ces chaleurs-là, mais si comme le 19 ou 18 juillet 2022, on a des vents de sud-est, eh ben là, on pourra dépasser largement les 40. Alors, je disais que dans les journées les plus chaudes simulées en climat futur, on dépasse les 50 degrés sur certains jours, sur certains endroits en France. Je peux me risquer à dire que c'est associé à des 42, 43 degrés, y compris sur Saint-Brieuc dans le futur. Donc le record de 2022, on le battra, ça c'est clair. Il y avait une autre question sur les pratiques de débroussaillage là, qui sont remises en cause par certains scientifiques. Donc c'est Hervé Queot qui disait qu'il faut plutôt planter des chênes lièges. Oui, alors évidemment, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions. J'ai parlé de débroussaillage, mais peut-être le terme n'était pas bien adapté. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que les gens qui travaillent sur les forêts, hein, les gens de l'ONF notamment, évidemment, un chêne, il arrive à maturité au bout de 30, 40, 50 ans. Donc, les chênes qu'on plante maintenant ou les arbres qu'on plante maintenant, ils connaîtront le climat futur, hein, de 2100. Hein. Donc, il faut déjà réfléchir à ces climats futurs et adapter les plantations qu'on fait maintenant au climat qui fera plus tard, quoi. C'est une évidence, enfin, c'est du bon sens. Hein. Après, mes compétences s'arrêtent là sur le sujet. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir et qui en sait plus que moi. Ouais. Vas-y, Hervé. Ouais. J'ai fait un stage au Jardin du Rayol, donc c'est dans le sud, là où il y a eu un gros orage récemment. Là. Et le paysagiste disait qu'en fait, il faut donner à manger au feu. Donc, les endroits qui ont le plus brûlé dans le sud de la France, c'était les endroits qui avaient été le plus débroussaillés. Bon. Par contre, les chênes lièges et d'autres essences, elles ont très bien résisté. Ça a redémarré. Non, mais c'est pour dire qu'il faut surtout arrêter de planter de l'eucalyptus, du pin du glace et des choses qui finissent en torchère très facilement. Voilà. Et même si c'est pour dans 30 ou 40 ans, il faut dès maintenant changer nos pratiques forestières. Hein. Sinon, ça va être la catastrophe. C'est ça l'idée, quoi. Ouais, rien que pour l'adaptation des essences, hein, c'est vrai que les chênes, c'est un des essences qui résistent le mieux pour le coup aux épisodes de sécheresse. Oui, parce qu'il y a aussi ça, il y a résistance à la chaleur, au feu, mais aussi résistance à la sécheresse. Parce qu'on a vu que les sécheresses seraient plus intenses et plus durables. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, vous pouvez poser des questions, même si elles n'ont pas été exprimées par écrit. Hein, sur le chat, on n'est pas très nombreux, donc il faut en profiter. Personne. Donc, du coup, on va pouvoir enchaîner avec… Moi, j'ai une question, ouais. Si on devait hiérarchiser les risques, quel serait le premier risque qu'on devrait mettre en avant, notamment pour faire prendre conscience en fait que le réchauffement climatique va être bien réel et qu'il peut avoir des conséquences qui peuvent être assez dramatiques entre guillemets. Ouais. Alors, bon, de toute façon, on est tous concernés. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des régions ou des endroits qui se croient à l'abri. Hein. Évidemment, quand on vit sur le littoral des Côtes d'Armor, encore une fois, la chaleur, on a l'impression qu'on est à l'abri. C'est vrai qu'on a de la marge, on va dire. Mais ça n'empêchera pas qu'il fera très chaud de temps en temps, mais pas très souvent. Par contre, s'il fait… Tout à l'heure, je parlais du tourisme. Alors là, c'est plutôt un effet qu'on anticipe de façon bénéfique. Mais imaginez des après-midi à 50 degrés dans le sud de la France. Je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de touristes qui iront sur la côte, dans les régions méditerranéennes. Ouais. Donc, ces gens-là, il faudra bien qu'ils aillent quelque part. Donc, ils vont se réfugier forcément là où il fait plus frais. Et peut-être qu'ils viendront en Bretagne, mais qu'au début, on sera content de les accueillir, mais qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus les accueillir parce qu'il y aura trop de monde et qu'on aura des problèmes de ressources en eau aussi. Hein. Parce que qui dit touristes en été dit consommation d'eau, notamment s'il fait beau et chaud. Donc voilà, ça jusqu'à un certain point, c'est une bonne chose, mais après, ça peut basculer dans l'ingérable.
Bon, moi, j'ai quand même tendance à dire qu'en Bretagne, c'est ce qui est écrit dans toutes les publications qu'il y a pu avoir, hein, c'est que la chaleur, ce n'est pas forcément le phénomène qui sera le plus marquant, mais on subira les effets des chaleurs extrêmes qu'il y aura ailleurs, parce qu'il y aura aussi sans doute des migrations de population autres que les migrations touristiques. Clairement, en Bretagne, le danger principal, il vient de la mer, hein, puisque avec une mer, si la mer fait un mètre de plus à l'horizon 2100, un mètre, c'est quand même beaucoup. On a des zones qui sont friables, on a des zones qui sont soumises à l'érosion, et on subira les assauts des tempêtes de façon beaucoup plus importante, hein, puisque, comme je le disais, une tempête dans le climat futur avec une mer plus haute de 1 mètre, ça veut dire que toutes les défenses actuelles ne seront pas forcément adaptées, et que la mer passera plus facilement les digues et envahira les rues, abîmera les falaises. Donc ça, c'est le premier impact. Et le deuxième impact, pour la Bretagne, c'est la ressource en eau, hein, puisqu'on sait que la Bretagne, c'est une région qui doit se contenter, entre guillemets, de l'eau qu'elle récupère. On n'est pas alimenté par un grand fleuve. Donc, on risque d'avoir des problèmes de ressources en eau avec les différents usages domestiques, touristiques, industriels, agricoles. Donc, on ne pourra pas passer les étés dans le futur comme on a passé les étés dans le passé. Bon, on a déjà vu qu'en 2022, on a eu une sécheresse importante. Tout le monde se souvient encore de 1976, pour ceux qui l'ont connu. Donc, des sécheresses, il y en a eu par le passé, mais là, le problème, c'est qu'elles seront plus fréquentes. Et on n'exclut pas d'avoir des séries d'années de 2, 3, 4 ans de suite en état de sécheresse, donc avec des problèmes de ressources en eau. Donc, l'eau sous toutes ses formes, l'eau de mer, qui deviendra un problème important pour la Bretagne, et également les problèmes de ressources en eau pour les eaux douces. J'ajoute que pour l'eau de mer, ce qui est préoccupant aussi, c'est le biseau salé, c'est-à-dire que le niveau de la mer va monter en moyenne, et ce qui sous-entend qu'il y aura une pression accrue sur les nappes d'eau douces côtières qui subiront les envahissements d'eau salée, hein, donc on appelle ça le biseau salé. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste, c'est le BRGM qui en connaît bien plus que nous sur le sujet, mais je crois qu'il y a déjà certaines nappes côtières, notamment, je crois que c'est le cas du côté de Paimpol, avec l'irrigation, ouais, l'emballe aussi, où comme on pompe sur la nappe phréatique et que le niveau de la mer augmente, on a une pression supplémentaire des eaux salées qui ont tendance à s'infiltrer. Et on sait que c'est un phénomène irréversible. Une nappe d'eau souterraine, quand elle devient salée, elle aura beaucoup de mal à redevenir douce derrière. Donc, voilà, c'est aussi un sujet important. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de passer à la suite? Au sujet des tempêtes, est-ce Oui. que l'on sait si on aura plus de tempêtes, beaucoup plus fortes? Alors, on va en parler juste après. Ok. Ça fait du coup la transition avec l'intervention d'après. Bon, et ben donc je vais enchaîner. Et donc voilà, vous allez voir que la deuxième, elle est plus terre à terre, et on va aussi parler de. Bon, donc voilà, quelles perspectives, quels impacts. Donc vous allez voir qu'on va repartir dans le passé. Hein, j'ai listé un certain nombre de catastrophes météorologiques qui ont pu se produire sur le secteur et qu'il ne faut surtout pas oublier, hein, parce que si ça s'est produit une fois, ça peut se produire dans le futur. Même si le climat change, il y aura encore des phénomènes météorologiques importants. Et puis on va remettre tout ça en perspective. Donc, on peut y aller. Voilà, donc quelques rappels sur le climat breton. Hein. Donc là, les cartes à gauche, c'est la pluviométrie annuelle. Il y a le nombre de jours de pluie qui est important, mais la quantité de pluie aussi. Donc, on a une région qui est quand même très contrastée, hein, puisque les zones les plus sèches en Bretagne, c'est le bassin de Rennes et Saint-Brieuc, hein, le port de Saint-Brieuc, on va dire, où il tombe un peu moins de 700 mm par an de pluie, alors que sur les monts d'Arrée ou la montagne Noire, donc dans le Finistère, on est à 1500 mm. Donc, c'est quasiment du simple au double en termes de quantité de pluie entre le bassin de Rennes, le fond de la baie de Saint-Brieuc et la montagne Noire et les monts d'Arrée à l'ouest. Donc, une variabilité très importante. On a aussi beaucoup plus de pluie dans l'intérieur que sur la côte en général. C'est lié au fait que le relief engendre des précipitations plus importantes, notamment au vent, donc du côté sud-ouest. À droite, vous avez le nombre de jours. Non, pas trop vite. Voilà. À droite, c'est la carte de chaleur, hein, donc le nombre de jours chauds supérieur à 25 degrés en été.
Donc là aussi, il y a un très gros contraste entre les pointes du Finistère où le pays, même le pays de l'Agnon, où on a assez peu souvent des températures supérieures à 25 degrés en été. Même dans le Nord Finistère, il y a même des étés où on n'atteint pas les 25 degrés, on n'atteint jamais les 25 degrés. Et sur le pays de Saint-Brieuc, on est un peu dans une sorte de moyenne en Bretagne, on a une dizaine de jours en moyenne par an, avec 10-15 jours où on atteint les 25. Et évidemment, le sud de l'île-Vilaine, c'est plus continental, donc c'est plus chaud. Donc des très forts contrastes de température également en été. Et en hiver, c'est un peu la même chose. On a pas mal de jours de gel dans le centre-Bretagne, mais par contre sur les côtes, grâce à la proximité de la mer, on descend rarement à zéro, voire pas du tout certaines années. Voilà. Donc voilà pour sur les 3 EPCI dont vous faites partie. Dans le détail, si on zoome sur la carte, on verra que sur le pays de Lamballe, on a un peu plus de pluie. C'est assez significatif, hein, on est à 750-800 mm, alors que dans le port du Légué, on est en dessous de 700 mm. Donc même à l'échelle d'un EPCI, on peut avoir une variabilité des précipitations qui est assez importante. Et puis après, il y a le gradient avec l'intérieur des Côtes d'Armor, où il y a des barrages qui font que en amont des cours d'eau, évidemment, il y a plus de pluie qu'en aval. Donc, beaucoup de microclimats. Et encore, si on prenait une loupe et qu'on regardait d'encore plus près, on verrait à l'échelle du pays de Saint-Brieuc des différences importantes en termes d'insolation, avec plus de soleil en été sur la côte, moins dans l'intérieur. Et puis, en termes de température, il y a aussi des variations importantes. Voilà, on peut passer à la diapo 3. Donc là, c'est des cartes de moyenne. Hein, c'est le climat récent ou actuel des Côtes d'Armor ou de la Bretagne. Et là, si on regarde une série de 20 années, puisque là, c'est à gauche, le graphique vert, c'est à Trémuson, Saint-Brieuc-Trémuson, les précipitations hivernales de la saison de recharge, donc ça s'écoule de septembre à mars. Donc c'est la période, on l'appelle la saison de recharge, puisque c'est à cette période-là que les pluies s'infiltrent dans le sol et alimentent les ressources souterraines. Donc on voit que sur les 3 derniers hivers, incluant en dernier 2024-2025, on a une pluviométrie qui était assez proche, hein, même sur les 4 derniers hivers. Donc, contrairement à ce qu'on entend parfois à la télé ou à la radio, que l'hiver a été très pluvieux, non, l'hiver a été normal hein, en Bretagne cette année, en moyenne sur 6 mois. Vous voyez que le trait vert horizontal, c'est la moyenne sur 30 ans. On était quasiment au niveau de cette moyenne sur les 4 derniers hivers. Par contre, en 2016, 2017 et 2020, 2021, on était nettement au-dessus de la normale. Voilà, donc il y a parfois des hivers très arrosés, et parfois des hivers normaux et parfois des hivers beaucoup moins arrosés. Donc ça, c'est la variabilité météorologique d'une saison sur l'autre. Voilà. Et puis les étés à droite, le nombre de jours à 25 degrés, toujours à Saint-Brieuc-Trémuson. Vous voyez que l'été dernier, que certains ont qualifié d'été pourri en Bretagne, l'été il a été normal. On a eu une douzaine de jours à plus de 25 degrés à Saint-Brieuc, ce qui est à peu près la normale, qui est en trait horizontal orange. Par contre, 2003 et 2002, on a eu des étés chauds, avec là entre 20 et 25 jours à plus de 25 degrés, donc quelque chose de très, très significatif. Et si on monte plus loin dans le temps, en 2007, on a eu un été sans chaleur, puisqu'on a eu que 2 ou 3 petits jours à 25 degrés à Saint-Brieuc dans tout l'été, Saint-Brieuc-Trémuson. Donc voilà, en Bretagne, parfois on a des étés très frais et très humides, et parfois on a des étés très chauds. Donc c'est très variable d'une année sur l'autre. Ne me demandez pas quelle sera la couleur de l'été prochain, je n'en sais rien. Donc voilà, tout ça pour dire que le climat d'une année, enfin la météo d'une année sur l'autre peut être très changeante. Alors, un petit rappel d'événements du passé. Hein, donc, en termes de tempête, on y viendra plus dans le détail juste après, mais la référence, ça reste quand même l'ouragan du 15 octobre 1987, où les vents avaient soufflé dans l'intérieur de la Bretagne entre 150 et 170 km/h, plus de 200 km/h sur les pointes du Finistère. Donc, vraiment, là, une tempête extrême qui avait ravagé une bonne partie de la forêt bretonne. Plus près de nous, on a la tempête du 26 décembre 1999, qu'on appelle aussi Lothar, qui avait donné 170 km/h de vent à Saint-Brieuc-Trémuson, ce qui doit être le record d'ailleurs. Donc là, une tempête qui avait touché surtout, on verra des cartes tout à l'heure, surtout le nord de la Bretagne, le nord-est de la Bretagne.
Il ne faut pas oublier aussi qu'en juillet, dans l'historique, on a la tempête du 6 juillet 1969, qui avait été très, très forte, avec des vents à 150 km/h au mois de juillet, avec des gens dans les campings, des gens qui étaient partis en mer aussi, malheureusement, avec pas mal de victimes. Et puis la dernière tempête en date, Kiaran, donc la nuit du 1er au 2 novembre, c'est pas le 2 novembre dernier, c'était 2023, où on a mesuré 138 km/h à Trémuson. Donc c'était quand même bien en dessous de la tempête de 99 et de celle de 1987, mais une tempête qui a été assez dévastatrice, surtout sur le Trégor, puisque le Trégor a été beaucoup plus exposé avec des vents à 160, 170 km/h, alors que le pays de Saint-Brieuc, on n'était qu'à 130, 140, ce qui est déjà beaucoup, mais quand même beaucoup moins destructeur que plus au nord. Voilà, donc une tempête marquante, et on verra tout à l'heure son classement dans le top des tempêtes bretonnes. Alors, le pays de Saint-Brieuc et ses abords est aussi soumis à des chutes de neige. Rappelez-vous qu'en 2010, on a vu 2 épisodes de neige très marquants, en janvier et à nouveau en décembre, donc la même année. 2010, c'est pas si loin, c'était il y a 15 ans. Et on avait, dans certains coins des Côtes d'Armor, notamment jusqu'à 50 cm de neige par endroit. Donc, il ne faut pas oublier que ça peut arriver et que ça, même si le climat se réchauffe et que les chutes de neige sont quand même de plus en plus dispersées, on va dire, dans nos régions, et même à l'échelle de la France, on n'est pas à l'abri d'avoir un épisode de ce type l'année prochaine. Donc, ça reste tout à fait possible. Avec la route nationale Rennes-Brest qui serait coupée pendant plusieurs jours, comme ça a été le cas en 2010. Alors, les sécheresses, je parlais tout à l'heure de 76, tout le monde s'en souvient, ceux qui étaient nés à l'époque s'en souviennent, notamment dans le milieu agricole. On avait eu certains coins en Bretagne où il n'y avait pas une goutte de pluie entre le mois d'avril et le mois de juillet. Donc, en 4 mois, ce qui était totalement inédit, avec des fortes chaleurs répétées. Donc, une situation très problématique avec des ruptures d'approvisionnement en eau dans certaines communes. Alors, a priori, on a tiré profit de cet événement. Il y a des travaux qui ont été faits suite à cet événement, la constitution de réserves de surface à certains endroits. Donc, si cette sécheresse se reproduisait, on serait sans doute mieux armé pour y résister. Mais on est plus nombreux aussi, on a plus de touristes en été, on a plus de consommation dans certains usages. Donc, ça peut se reproduire. Et on a vu tout à l'heure dans les simulations du climat futur, ce type de sécheresse deviendrait plus fréquent que dans le climat passé. Alors, les canicules, on en a parlé tout à l'heure. Donc, n'oublions pas 2003, on avait eu 38 degrés à Saint-Brieuc et surtout des canicules, enfin des températures qui avaient évolué entre 35 et 38 degrés pendant 10 jours consécutifs. Donc, quelque chose de très, très long pour nos régions, malgré la présence de la mer. Le 23 juillet 2019, donc, on a eu à nouveau un coup de chaud avec 36 degrés à Trémuson. Et le record, 18 juillet 2022. On y reviendra tout à l'heure avec 39,5 degrés à Saint-Brieuc. Donc, on a vraiment frôlé les 40, ce qui paraissait presque impossible avant. Et finalement, ça s'est produit. Voilà. Donc, qu'on ait près de 40 degrés en bord de Manche, c'est quand même quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément. Alors, les fortes pluies, parfois, on a des fortes pluies, des inondations, notamment pendant les hivers 99-2000, 2000-2001, 2013-2014, avec sa litanie de tempêtes. Et en janvier dernier, des fortes pluies, alors ça a concerné surtout l'île des Vilaine, avec une crue importante de la Vilaine et de ses affluents. Le reste de la Bretagne a été plutôt épargné par ces fortes pluies, alors qu'en 99-2000, les années qui sont citées là, c'est toute la Bretagne qui avait été touchée. Et les gros orages, donc c'est pareil, la Bretagne, ce n'est pas une terre qui est réputée pour ses orages, mais il n'empêche que dans le pays de Saint-Brieuc, il y a 2 dates marquantes dans l'histoire récente. Il y a le 5 juillet 1973, sur laquelle on va revenir juste après, et le 17 septembre 1927, où on a eu des choses absolument incroyables en termes d'orages. Voilà, donc l'histoire climatique bretonne et briochine est riche en nombreux événements. Alors, il est difficile de trouver une tendance dans ces événements parce que c'est des événements rares. Donc, statistiquement, quand on a un événement tous les 10 ou 20 ans, on a du mal à trouver une tendance. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas les oublier parce que si ça s'est produit une fois, ça peut se reproduire. Et qu'il ne faut pas confondre météo et climat, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on passe. Donc, voilà, l'histoire. Ah oui, j'ai dit 27, mais ce n'est pas 27, c'est 1929. Donc, en 1929, il s'est produit un truc complètement incroyable, une série d'orages pendant 2-3 jours, entre Saint-Brieuc et Dol de Bretagne et le Mont-Saint-Michel. Donc, en gros, sur une petite partie
de l'est des Côtes-d'Armor et du nord des Yvelines. Dans nos bases de données, on a quelques données qui ont été mesurées à l'époque, donc 136 mm au Cap Fréhel, ce qui paraît beaucoup, mais le 16 septembre 1929. Dol de Bretagne, 87 mm, et le pire, c'est 247 mm à Saint-Malo. Alors, on connaissait cette donnée depuis pas mal de temps. À un moment, on a même pensé qu'elle était fausse, parce que les données de météo anciennes, elles ont été saisies à un moment quand on a commencé à informatiser les services climatiques. Et quand on saisit plein de données, on peut facilement saisir 247 au lieu de 24,7. Donc, on a longtemps pensé que c'était faux. Et il y a quelques années, j'avais demandé à un collègue de recueillir de l'information sur cette fameuse série d'orages de 1929. Il a retrouvé des cartes météo de l'époque, il a fait du recoupement, il a trouvé de nombreuses coupures de presse, des photos qui montrent des moulins dans la Rance qui avaient été emportés par la crue. Donc il y a quand même pas mal de signaux qui prouvent que ces 247 mm qui constituent le record de pluie quotidienne en Bretagne depuis qu'on fait des mesures depuis 150 ans, c'est pas forcément faux. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça ne paraît pas complètement farfelu. Donc, c'est vraiment un événement hors norme, comme on peut en avoir de temps en temps. Donc, dans la région de Dinan, on a des coupures de presse qui témoignent qu'il y a eu plusieurs victimes qui ont été ensevelies sous leur maison, et les maisons ont été emportées par les crues. La ville de Saint-Malo avait été inondée, non pas par l'eau de mer, mais par l'eau douce. Et la partie basse de la ville de Saint-Brieuc était submergée par de l'eau qui ruisselait. Et vous avez en bas à gauche, alors la photo n'est pas de bonne qualité, mais c'est la côte du Gouët, que vous connaissez. Donc c'est l'Ouest éclair, l'ancêtre de Ouest-France, 19 septembre 1929. Vous voyez que le ravinement de l'eau était tellement important que les pavés ont été ravinés et se sont trouvés en bas de la côte du Gouët. Donc c'est vraiment un événement qui est complètement incroyable, mais qui s'est pourtant produit dans nos régions. Et sur Saint-Brieuc, il y a aussi l'orage, alors là c'est plus récent, donc je pense qu'il y a des gens qui s'en souviennent, le 5 juillet 1973, un orage énorme sur toute l'agglo briochine. On a une mesure de vent à Bréant, de pluie à 124 mm. Donc 124 mm, c'est exactement ce qui est tombé dans le Var la semaine dernière. Donc là, vous voyez que la coupure de presse, malheureusement, elle est un peu tronquée, mais il y a eu 2-3 morts, je crois, des gens qui avaient été emportés par les eaux, notamment dans la vallée du Gouët et du Gouédic, qui sont très encaissés. Et là, on parle d'un camion de 6 tonnes qui a été déplacé par l'eau. Donc, je ne dis pas que c'est un orage cévenol ou un orage méditerranéen, mais il n'empêche qu'en termes de violence, c'est presque comparable. Donc, imaginez qu'un tel phénomène se reproduise maintenant avec l'urbanisation grandissante, avec les réseaux d'assainissement, d'évacuation ne sont pas du tout conçus pour absorber un tel orage. Donc, souhaitons que ça ne se reproduise pas, mais en tout cas, n'oubliez pas ces 2 orages catastrophiques dans le secteur. Alors, autre exemple de variation, alors vous vivez en bord de mer, en bord de mer, il y a souvent des gens qui disent « Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a plus de vent de nord-est qu'avant, ou il y a plus de vent de ouest, il y a moins de vent de sud. » Voilà. Alors, on a regardé ça de plus près. Là, vous avez un graphique qui a été fait sur Dinard-Pleurtuit. Alors, ce n'est pas dans les Côtes-d'Armor, mais c'est pas loin. En haut, par exemple, c'est la fréquence en pourcents. À gauche, c'est des pourcents, de 10 à 50%. C'est la fréquence année par année, de 1990 à 2014, de ces fameux vents de sud-ouest qui sont en rouge. Vous voyez qu'on a des années où on a une fréquence qui frôle les 50%. Donc, un jour sur 2, le vent vient du sud-ouest. Mais il y a aussi des années comme 1996 où on a vu très peu de vent de sud-ouest, 30%. A contrario, les vents de nord-est, qui sont les vents associés à des anticyclones sur les îles britanniques, il y a des années où il y en a beaucoup, comme en 1996. Donc, cette année-là, il y avait moins de vent de sud-ouest, mais il y avait plus de vent de nord-est, ce qui était assez logique. Donc, si on compare les roses de vent, donc la rose de vent, c'est une représentation graphique du vent sur une grande échelle, à Dinard. Vous voyez que la rose de vent 2001-2010, elle ressemble beaucoup à la rose de vent 2015-2024. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas d'évolution significative du régime de vent dans nos régions, malgré le changement climatique. Donc, ça reste, le vent, ça peut changer. Ça reste variable d'un jour sur l'autre, d'une année sur l'autre, mais il n'y a pas de variation vraiment, il n'y a pas de variation significative sur le long terme. Alors, sur les précipitations, donc là, c'est un graphique qu'on a déjà vu un petit peu l'équivalent tout à l'heure. C'est l'évolution des précipitations. Alors là, je pense que c'est à l'échelle de la Bretagne. Par le passé,
voyez qu'il n'y a pas d'évolution significative. Et dans le futur, donc là, les tubes qui sont superposés les uns sur les autres, ben, ça exprime que les simulations climatiques, quel que soit le scénario d'émission de gaz à effet de serre, là, on était sur les anciens scénarios RCP, il n'y a pas vraiment d'évolution très nette des précipitations qui est envisagée pour le futur en Bretagne. Il y a des petites variations, mais elles ne sont pas très significatives. Alors, après, on va juste… diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, pour vous convaincre qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, hein, là, j'ai tracé un graphique du nombre de jours moyens par an où les pluies quotidiennes dépassent 10 mm à Saint-Brieuc-Trémuson, de 1987 à 2024. La moyenne par an, c'est 20 jours. Et là, vous voyez qu'il y a des années où, par exemple, 2000, une année très pluvieuse, on a vu 31 jours à plus de 10 mm. Sur Saint-Brieuc, et que les années sèches comme 2011, on avait à peine 7-8 jours. Donc c'est très variable d'une année sur l'autre. Et sur le graphique, il n'y a pas vraiment d'évolution très nette. On voit que l'année 2023-2024, on était à peu près 15 jours, hein, qu'on était en dessous de la normale à 20 jours. Donc, bon, c'est un résultat, c'est juste une illustration. Hein, c'est pas comme ça partout, mais en tout cas, on a beaucoup de mal à détecter une éventuelle augmentation de la fréquence des jours très pluvieux, parce que c'est très variable dans le temps et l'espace. C'est ça la principale difficulté. Bon, à droite, je ne vais pas trop commenter, mais c'est un graphique, hop là, il a disparu. C'est un graphique qu'on a fait sur Rennes. On peut remonter un peu. Voilà, c'est avec les données radar, on a une précision géographique très, très importante, hein, de l'ordre du kilomètre carré, et ça nous permet de détecter des orages. Donc là, c'est des orages détectés sur 20 ans à Rennes. Donc à Renneville, il y a des années où il n'y a pas d'orage, il y a des années où il y a des orages importants. Et bon, c'est pas trop sur ce graphique, il faut me croire sur parole, mais quand on trace l'évolution depuis 20 ans des orages qui touchent la ville de Rennes, on n'a pas vraiment d'évolution non plus. Hein. On voit qu'il y a des années où il y a beaucoup d'orages très violents, il y a des années où, même des séries d'années où il n'y a pas d'orage, mais en tout cas, dans l'évolution sur 20 ans, on n'a pas plus d'orages, ils ne sont pas plus forts sur les dernières années que sur les années plus anciennes, quoi. Donc, même si chaque fois qu'il y a un orage, on entend c'est le changement climatique, il y aura de plus en plus d'orages, ils sont de plus en plus violents. À l'échelle d'une ville, ce n'est pas prouvé. Hein, donc, il faut se méfier des conclusions hâtives. Tout ça, c'est très complexe et c'est très compliqué de mettre en évidence une évolution des précipitations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'arrive pas à les mettre en évidence de façon scientifique. Alors là, c'est plus scientifique. Hein, on a la chance d'avoir un réseau, le réseau Météorage, qui détecte les impacts de foudre sur l'ensemble de la France. Hein. Et ce réseau, il est stable dans le temps depuis plus de 20 ans. Et donc, ça nous permet de faire des graphiques d'évolution du nombre d'impacts de foudre qu'on détecte sur la France depuis 1997. Donc, c'est le graphique à droite, là. Vous voyez qu'il y a des années comme 2006 qui sont très foudroyées. Il y a des années comme 2020 qui sont assez peu foudroyées. C'est normal parce que c'est aussi une année de sécheresse. Hein. Non, je dis une bêtise, c'est pas 2020, c'est 2022. Voilà. Donc, en tout cas, sur l'évolution du nombre d'impacts de foudre en France, il y a plutôt une évolution à la baisse. Hein. Et c'est pareil, chaque fois qu'il y a un gros orage, vous entendrez à la radio ou à la télé des gens qui diront « Oh là là, c'est le changement climatique, il y a de plus en plus d'orages, ils sont de plus en plus violents. » En tout cas, en termes de foudre, ce n'est pas prouvé du tout. Pour l'instant, on observe plutôt le contraire, sans forcément l'expliquer d'ailleurs. Et la carte de gauche qui montre que, évidemment, ce n'est pas en Bretagne qu'il y a le plus d'impact de foudre, hein, c'est surtout sur la région montagneuse du sud, et puis les régions plus continentales de l'Est, où il y a souvent des situations orageuses qui sont liées à des excès de chaleur. L'excès de chaleur chez nous, c'est quand même relativement rare. Mais on a quand même des orages parfois très forts, comme on a vu tout à l'heure, à Saint-Brieuc en 1973 et en 1929. Alors, les températures, donc là, c'est les anciens scénarios RCP 2.6, 4.5, 8.5. Donc, la projection TRAC nous amène à une hausse de température. Je ne sais pas qui a laissé son micro ouvert, je crois que c'est Priscille. Si tu peux juste le couper. C'est bon, il est coupé. Voilà, donc là, c'est les anciens scénarios RCP 4.5, 8.5. Alors, 4.5, c'était en orange et 8.5 en mauve. Donc, on a vu tout à l'heure que la TRAC, c'était à peu près le scénario entre les deux. Hein. On est à plus 3 degrés. Donc, ça, c'est la température, l'évolution attendue de la température moyenne sur la Bretagne à horizon
2100. Donc, on va voir derrière quelques impacts. Et je peux voir la diapo suivante. Voilà, donc un petit retour sur cette journée historique, hein, on peut le dire, 18 juillet 2022. Alors, ce n'est pas le fait qu'on ait dépassé les 40 degrés à Rennes qui était historique, hein, puisqu'on les avait déjà dépassés en 2019. Mais ce qui était historique, c'est la chaleur qu'il a fait sur le nord de la région. Notamment, ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'on a atteint les 40 degrés. On voit ici la 40 degrés, c'est l'ISO ligne, le rouge le plus foncé. Là, on voit que l'emballe a été touchée par le. Donc, on a atteint les 40 degrés à l'emballe. Plus surprenant, voire stupéfiant, c'est qu'on a aussi atteint les 40 degrés dans le Nord Finistère, notamment du côté de Morlaix, où le record précédent était de 36 degrés 5. Donc, ça veut dire que le record, il est passé de 36 degrés 5 à 40 degrés, ce qui est, pour un climatologue, quand même très, très surprenant. Et ça montre que cette journée, elle était vraiment exceptionnelle. Alors, toute la côte atlantique était en vigilance rouge canicule, hein, puisqu'on s'attendait évidemment à ces températures extrêmes, sachant que la vigilance canicule peut être déclenchée soit pour un événement qui va durer au moins 3 jours, soit pour un coup de chaleur très brutal et très intense comme celui du 18 juillet 2022, puisque le lendemain, la température avait baissé sensiblement. Donc, alors pourquoi on a eu ces 40 degrés, y compris sur la côte nord de la Bretagne? C'est parce que ce jour-là, le vent venait du sud-est. Et c'est la seule direction de vent qui peut nous amener de l'air très chaud saharien et qui aille jusqu'à la pointe du Finistère. Donc, il faut vraiment des conditions très particulières pour avoir ce type de température aussi loin dans la péninsule bretonne. Alors, ce jour-là, on voit que sur le Trégor, il y a des isolings, c'est-à-dire que la température avait dû plafonner à 30 degrés à Paimpol, mais c'était sans doute lié à une petite brise de mer qui a réussi à se glisser. Mais c'était vraiment le seul endroit des Côtes d'Armor où l'air était respirable. Alors, retour maintenant sur la tempête Ciarán. Donc là, c'est la carte des rafales maximales. Donc, je disais tout à l'heure que Trémuson, on a eu 138 km/h, à Bréa, 175. Donc, le Trégor a été beaucoup plus touché que le Pays de Saint-Brieuc, mais il n'empêche que le Pays de Saint-Brieuc a quand même été bien secoué. Bon, 185 km/h à Ouessant. Ce qui était surtout important, c'est que le vent a soufflé très fort et pendant assez longtemps, hein, pendant 3 à 6 heures. Alors qu'en 1987, la tempête avait duré qu'1 heure. Donc, les dégâts sont liés à la force du vent, mais aussi au fait que le vent ait soufflé longtemps pendant cette tempête Ciarán. Bon, je passe sur le reste. On peut passer à la suivante. Donc, voilà le podium des tempêtes violentes en Bretagne, hein, sur les 50 dernières années. Donc, l'ouragan de 1987, vous voyez ici que les couleurs mauves qui correspondent à des rafales supérieures à 140 km/h dans l'intérieur des terres. En 1987, l'ouragan avait touché quasiment toute la région, hein, les 4 départements. Lothar, la tempête de 26 décembre 1999 avec les 170 km/h à Saint-Brieuc-Trémuson, record qui tient toujours. On peut dire que c'était du niveau de l'ouragan de 87 pour l'ouest du Pays de Saint-Brieuc. Et dans ce classement à l'échelle de la Bretagne, Ciarán vient en 2e position, mais on voit bien que Ciarán a touché surtout le tiers ouest de la région, hein, le Finistère et une partie ouest des Côtes d'Armor. Fort heureusement, le Pays de Saint-Brieuc a été relativement épargné par cette tempête. Voilà, donc on peut classer les tempêtes de façon tout à fait objective. Si on passe, on va aborder le sujet de l'évolution des tempêtes. Hein. Donc, avant de parler de ce qui est envisagé dans les simulations climatiques, on arrive à comparer de façon objective les tempêtes depuis 1981. Donc là, le graphique du haut, c'est l'histoire des tempêtes bretonnes depuis 1981. Et les bâtons indiquent des pourcentages de territoires touchés par des rafales supérieures à 160, 140, 120 et 100 km/h. Donc, ce qu'on voit clairement, c'est que les 3 tempêtes dont on parlait tout à l'heure, l'ouragan de 1987, Lothar le 26 décembre 1999 et Ciarán ici à droite, les noms sont un peu décalés. Hein, c'est vraiment les 3 barres les plus importantes. C'est 3 tempêtes qui se distinguent des autres. Hein, c'est vraiment 3 événements majeurs. Donc, c'est important de les tracer, de pouvoir les comparer. Vous voyez qu'entre Ciarán et Lothar, l'intensité, elle est à peu près la même à l'échelle de la Bretagne, sauf que les zones touchées n'ont pas été les mêmes, on l'a vu tout à l'heure sur la carte. Et
ce qui est intéressant, c'est que ce classement, on peut aussi le faire de façon chronologique. C'est-à-dire que là, on a comparé, alors là, c'est à l'échelle de la France, hein. Les tempêtes bleues, ici, c'est les tempêtes qui ont sévi entre 1981 et 1989. On retrouve notre ouragan de 87 ici, qui à l'échelle de la France était un événement qui n'était pas le plus fort qu'on ait connu, puisqu'il n'a touché que la Bretagne et la Normandie. En vert, c'est les tempêtes de 1991 à 2000, donc on retrouve les deux tempêtes de 99, hein, qui ont été les deux événements majeurs en termes de surface touchée en France par des rafales très fortes. Et ce qu'on voit aussi clairement, c'est qu'entre 2001 et 2010, ici en jaune, on n'a eu que 4 tempêtes qui ont été répertoriées à l'échelle de la France. Donc c'est très variable d'une décennie à l'autre, hein, et entre 2010 et 2019, on en a eu 8, et que depuis 2020, on n'en a eu que 2 pour l'instant. Donc voilà, tout ça pour dire que pour l'instant, on n'observe pas d'augmentation ni de la fréquence des tempêtes, ni de l'intensité des tempêtes à l'échelle de la France, et pas non plus à l'échelle de la Bretagne. Donc pourtant, le climat a commencé à se réchauffer. Donc faire le lien entre la fréquence des tempêtes, leur intensité et le changement climatique, pour l'instant, il n'y a pas de lien avéré, quoi. Donc dans les simulations climatiques, certains scientifiques ont exploré ces simulations jusqu'à l'horizon 2100 et ils n'ont pas trouvé vraiment non plus dans le futur de changement dans le régime des tempêtes. Ça reste des événements rares, des événements très impactants, mais qui, a priori, leur fréquence et leur intensité, leur déplacement en termes de zone géographique n'est pas affecté par le réchauffement climatique. Bon, voilà, c'est un résultat dont on dispose à l'heure actuelle. Peut-être que dans le futur, il y a des nouvelles études qui vont prouver le contraire, mais pour l'instant, en tout cas, sur l'observation, c'est certain qu'on n'observe pas d'augmentation. On a même plutôt une diminution, mais on sait qu'elle n'est pas forcément significative. Et au vu des travaux actuels, dans le futur, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'évolution qui est envisagée. Alors, par contre, je le redis, avec la hausse du niveau marin, bah, justement, on y vient. Même si on a les mêmes tempêtes dans le futur, elles seront plus impactantes au niveau du trait de côte, puisque le niveau marin sera plus élevé. Alors, au niveau marin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Alors, on a la chance d'avoir des marégraphes, donc des appareils qui sont gérés en France par le CHUM, qui mesurent très précisément les niveaux marins, donc qui sont utilisés depuis la fin du 19e siècle, notamment dans la région. On a le marégraphe de Saint-Malo, qui est à côté de la Tour Solidor, et on a aussi le marégraphe de Brest, hein, dont les mesures sont disponibles depuis très longtemps. Donc, sur 100 ans, on a une évolution du niveau marin qui est mesurée par ces marégraphes. Alors, c'est quelques millimètres par an, hein, c'est pas entre 1880 et 2019, on estime qu'au niveau mondial, la hausse est de 1,7 mm par an. Donc, c'est pas beaucoup, ça fait 17 cm par siècle, hein, si je calcule bien. 1,7 cm par décennie, 17 cm par siècle. Et par contre, depuis les années 90, on a des satellites qui mesurent par altimétrie de façon très précise le niveau marin à l'échelle mondiale. Et en utilisant les données satellites, on peut mettre en évidence, et en les comparant avec les données des marégraphes, on a quelques marégraphes et beaucoup de données satellites, et bien on observe que cette hausse, elle devient de plus en plus importante, hein, puisque sur la période 93-2019, on a une hausse de 3,3 mm par an, donc 33 cm par siècle. Et ça s'accélère encore, puisque 2009-2019, on a une tendance qui atteint 45 cm par siècle. Et j'ai vu récemment des graphiques sur les années encore plus récentes où ça dépasse les 5 mm par an. Donc voilà, la hausse, ça c'est logique, hein, la Terre se réchauffe, les glaces terrestres fondent, notamment la calotte du Groenland. Les glaciers terrestres dans les montagnes fondent. Il y a de moins en moins de neige au sol. Donc, les océans se dilatent aussi, puisqu'un océan plus chaud se dilate légèrement. Donc, tout ça fait qu'on a une hausse qui ne fait que commencer et qui va s'accélérer dans les prochaines décennies. Donc, les projections à droite, on est sur des chiffres maintenant qui atteignent l'ordre du mètre, hein, à échéance 2100. Donc, ça, c'est des choses qui sont clairement admises. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut augmenter toutes les défenses d'un mètre, hein, puisque le coût est complètement prohibitif, et de toute façon, la mer, au final, aura toujours raison. Puisque dans le siècle suivant, les projections sont encore plus alarmantes, puisque
j'ai vu des projections sur à l'échéance de 2200 où on va atteindre 2-3 mètres, 4 mètres de hausse, niveau marin. Donc, vouloir lutter contre la mer, à mon avis, c'est perdu d'avance. Donc après, l'adaptation, c'est éviter de construire évidemment dans les zones submersibles, faire des systèmes d'alerte. On a le système de vigilance vague submersion de Météo France qui est quand même très performant. On saura à l'avance, la veille ou l'avant-veille, que les côtes seront submergées, donc on pourra éventuellement évacuer les populations qui sont dans des zones à risque. Mais c'est clair que ça va être pour la Bretagne un élément majeur. Alors, c'est pas par rapport au trait de côte, il y a des endroits où on est tranquille. Hein. Dans les hautes falaises granitiques, on ne risque pas grand-chose. Par contre, dans les zones basses, les falaises friables, on risque une érosion importante et des submersions par endroits. Donc, ça dépend vraiment de la caractéristique géologique et géographique du trait de côte. Voilà. Donc, les références actuelles qui sont la PHMA, la plus haute marée astronomique, coefficient 120, qui est connue de tous les marins, qui a servi de référence pour construire les ports, cette référence, elle va sauter. C'est un peu une hérésie ce que je dis, mais on n'aura plus des coefficients 120, mais à pleine mer, on aura des équivalents coefficients 130 ou 140. Donc, c'est tout ça pour dire que les références anciennes vont changer et il faudra s'adapter à une mer qui ira de plus en plus haut, avec des risques d'intrusion salée dans les nappes phréatiques côtières, comme je disais tout à l'heure. Alors bon, dans la modélisation, on peut s'amuser, entre guillemets, à générer des tempêtes complètement catastrophiques. Hein. Donc là, c'était un travail qu'on avait fait il y a une dizaine d'années, où on avait généré une tempête qui donnait une surcote de 2,50 m à Saint-Malo, et qu'on arrivait à caler avec une pleine mer, donc une tempête force 12, qui ressemblait un petit peu à Kiaran, quelque part. Hein. Avec des vagues énormes en manche. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver un jour. Hein. Heureusement, Kiaran est passé un jour de petite marée avec une marée basse, mais si Kiaran était passé une semaine plus tôt, on l'a prouvé, elle aurait pu causer des dégâts. Elle a causé des dégâts énormes en termes de vent, mais elle aurait pu aussi causer des submersions très importantes. Alors, pas forcément sur le fond de la baie de Saint-Brieuc, puisque les vents venaient du sud-ouest et de l'ouest, mais la baie de Saint-Brieuc est plutôt soumise à des fortes érosions et des fortes submersions quand le vent vient du nord-est. Mais voilà, des choses comme ça, c'est tout à fait plausible. Hein, et un jour, ça se produira, et ça se produira sans doute pas. Ça peut se produire d'ici un mois, hein, dans les prochaines grandes marées. Il n'y a pas vraiment de lien avec le changement climatique. Le seul lien avec le changement climatique, c'est que le risque d'avoir ce type de phénomène va augmenter, même si les tempêtes n'évolue pas, la hausse du niveau marin fera qu'on sera de plus en plus vulnérable contre ce type d'événement combiné entre une grande marée et une grosse tempête qui passe au même moment, au moment de la pleine mer. Alors, je crois qu'on arrive à la conclusion. Ça tombe bien, il est juste midi. Donc, conclusion globale de ce que j'ai présenté, donc le climat a déjà changé, changera encore. Hein. Ici, c'est-à-dire dans les Côtes d'Armor, comme partout dans le monde. Donc, il ne faut pas confondre climat et météo. J'espère que le message est passé. Il ne faut surtout pas oublier le passé, hein, puisqu'on a vu qu'en termes d'orage notamment et de tempête, le pays de Saint-Brieuc a été bien secoué par le passé, donc ça peut se reproduire. Il faudra surtout, si ça se reproduit, ne surtout pas dire le lendemain, on n'a jamais vu ça, parce que quand on consulte les archives, on trouve des choses dont on n'imagine même pas l'existence. Donc la nécessité de s'adapter, elle est réelle. Donc il ne faut pas attendre non plus 2050-2100 pour s'adapter, hein, il faut s'adapter dès à présent, puisque toute action d'adaptation sera forcément payante sur le long terme. Dans les notions d'adaptation, il y a aussi la culture du risque. Hein. C'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément la culture du risque développée comme elle devrait l'être. Alors, je parle de la population, mais je parle aussi des gens qui travaillent dans les EPCI. Je parle aussi des élus, hein, qui ne sont pas forcément sensibles à ce genre de questions. Pourtant, c'est important de développer la culture du risque. Alors, le risque météo, le risque climatique. Même si on est dans une région où on connaît la mer, on connaît les dangers de la mer, on est quand même sensibilisé à la météo et à ses excès, il y a encore du travail pour développer vraiment cette culture du risque. Bon, les impacts du changement climatique, ils sont déjà sensibles et ils vont s'amplifier. Ça, je pense qu'on peut n'en être que convaincu quand on a vu les courbes qu'on a vues tout à l'heure. En termes de modélisation climatique, on a déjà beaucoup de données donc, qui sont maintenant en grande partie accessibles, hein, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'études à mener. Et puis, donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure,
Pour le pays de Saint-Brieuc, a priori, les deux phénomènes les plus marquants, c'est la diminution de la ressource en eau. Donc l'eau est un bien précieux, il ne faut vraiment pas la gaspiller. Et la hausse du niveau marin, qui seront probablement les phénomènes les plus impactants. Et de manière indirecte, les fortes chaleurs, mais ça, c'est plutôt d'autres régions de France qui seront impactées en premier. Donc vous avez là les adresses des sites dont je parlais tout à l'heure, notamment Climat Diac Commune, qui permet d'accéder à l'information du climat futur à échelle communale et de certains impacts. Voilà, donc j'en ai terminé avec sa deuxième présentation. On va prendre maintenant du coup les questions, s'il y en a. Alors la question sur les tempêtes tout à l'heure, j'espère que j'ai répondu. Je ne sais plus qui l'avait posé. Oui, très bien, ouais, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Ouais, j'ai une question. Dans la conclusion, vous évoquiez la culture du risque, mais concrètement, ça correspond à quoi par rapport, c'est-à-dire à anticiper, à faire des scénarios, c'est ça? Non, de la culture du risque, c'est expliquer à nos concitoyens et à nos élus que voilà, on vit déjà avec un risque. Hein. Moi, je suis parfois surpris si on regarde, alors c'est pas dans notre domaine géographique, mais ce qui s'est passé la semaine dernière dans le Var, voilà, il y a les orages en Méditerranée, c'est des phénomènes qui sont connus, qui étaient relativement bien prévus cette fois-ci. Il y a quand même des gens qui ont pris leur voiture, qui ont traversé des ruisseaux qui étaient en crue. Donc, ça montre qu'il y a quand même encore du travail pour sensibiliser au risque météo. Alors peut-être dans notre région, c'est peut-être moins marquant qu'ailleurs, mais on voit des gens qui sortent quand il y a un vent tempétueux. On voit que quand il y a des crues, les crues de la Vilaine qu'on a eu il y a au mois de janvier dernier, il y a encore beaucoup de gens qui se font surprendre par les crues, alors que c'est des crues lentes, qu'elles étaient plutôt bien prévues, qu'il y a de la sensibilisation qui a déjà été faite, mais on voit que c'est pas encore suffisant, quoi. Je prends toujours l'exemple des petits Japonais qui, dès l'école primaire, apprennent à se mettre sous les tables et apprennent les bons gestes quand il y a des tremblements de terre, parce que c'est un pays qui est très soumis à ces tremblements de terre. Il y a vraiment, l'éducation est faite dès le plus jeune âge, et je pense que les Japonais sont mieux éduqués que les Français au risque sismique et au risque météorologique, parce qu'ils ont aussi des typhons qui les touchent parfois. Donc, je ne sais pas si c'est notre côté gaulois qui fait que... Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'éducation à faire. Et mais du coup, comment on pourrait faire cette éducation, justement? Comment on pourrait sensibiliser en faisant des journées comme aujourd'hui, j'espère vous savoir mieux sensibiliser au risque, même si de par votre travail, vous êtes déjà sensibilisé. Je n'en doute pas, mais voilà, il y a du travail pédagogique, il y a des publications à faire, il y a des journées, peut-être qu'au niveau scolaire aussi, il y a des actions à faire. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. Mais bon, avec la TRAC, là, il était prévu qu'il y avait un programme très ambitieux de formation de tous les élus en France au risque climatique. Malheureusement, c'est plus une priorité. Ça devait être même obligatoire. Ça devait être organisé par les préfectures, mais pour l'instant, il y a d'autres, on va dire qu'il y a d'autres préoccupations sans doute au niveau politique et au niveau préfectoral. Mais bon, ça fait partie du package, c'est-à-dire il y a des publications scientifiques, mais tout le monde ne les lit pas. Mais il y a une nécessité aussi de faire de la pédagogie et d'éduquer. Alors, je ne sais pas si l'ALEC dans ce domaine-là, a sans doute aussi des idées et des projets. Oui, c'est ça, c'est un peu l'objectif du programme qu'on mène là, financé par l'ADEME et la région, de sensibiliser, d'accompagner aussi les communes et les EPCI dans la mise en place, la définition et la mise en place des stratégies d'adaptation. Donc, effectivement, ce qu'on propose, en fait, c'est des outils pour essayer de caractériser quelle va être la vulnérabilité du territoire et comment ils peuvent y répondre, quoi. Je prends l'exemple des orages. C'est vrai que j'ai insisté lourdement sur le fait que Saint-Brieuc, ce n'est pas une terre d'orage, mais il n'empêche qu'il y a quand même eu 2 événements dans le XXe siècle qui montrent qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un truc terrible. Et alors, évidemment, c'est un scénario du pire, mais je pense que malheureusement, beaucoup de gens ont oublié ces 2 orages et que pourtant, il ne faut pas les oublier parce que
parce que ça peut se reproduire et ça sera certainement très, très impactant. Plus impactant même dans le monde actuel que par le passé, parce que les infrastructures ne sont pas les mêmes. Et, voilà. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres questions? Moi, j'avais une petite question sur la définition de l'adaptation au changement climatique. Est-ce que si on s'adapte à la moyenne par exemple, si on s'adapte à la traque, c'est suffisant, c'est satisfaisant par rapport à un projet futur? Ou alors il faut absolument prendre en compte les risques extrêmes? Je ne sais pas si vous avez Oui, c'est compris une un très petit bonne peu la question. question. Alors, déjà, je précise que, alors moi, je suis pas chargé des politiques publiques, hein, mais vous dites si on s'adapte à la traque, moi, j'ai compris que vous serez obligé, hein, en tant que gestionnaire public, vous serez obligé de vous adapter à la traque, puisque la traque, c'est ce qui va définir. Il y a des appels d'offres, par exemple, je crois qu'on ne peut pas répondre aux appels d'offres s'ils ne respectent pas la traque. Donc, la volonté de l'État, elle est quand même affichée clairement. Après, oui, on aurait pu plutôt que de dire plus 4 degrés, dire plus 6. Hein. Plus 6, c'est à peu près la fourchette haute, hein, le scénario du pire. Mais scénario du pire qui sous-entend qu'on abandonne complètement les politiques d'atténuation, ce qui n'est pas envisagé pour l'instant. Et puis après, il y a un côté anxiogène. Et je ne suis pas sûr qu'on peut s'adapter à un climat à plus 6 degrés. Déjà, s'adapter à plus 4, ça va coûter beaucoup d'argent, mais c'est de l'investissement pour le long terme qui sera bénéfique au final. Mais plus 6, bon, c'est. De toute façon, il faut bien prendre un horizon. L'avantage de la traque, c'est que c'est facilement compréhensible, plus 4, tout le monde comprend. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Alors, je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui parle de stress. Alors oui, on se doit, j'espère, ne pas avoir été trop anxiogène aujourd'hui. Hein. Il faut positiver dans le sens où plus on s'adapte tôt et moins l'adaptation sera coûteuse à tous les points de vue. Et par ailleurs, il ne faut surtout pas abandonner les politiques d'atténuation. Et oui, c'est un côté anxiogène, mais je pense que si on ne s'adapte pas rapidement, l'anxiété ne pourra que grandir. Hein. Si on se sent bien protégé, si on a la chance d'habiter dans un logement qui est bien conçu et qui a un confort thermique d'été qui est optimal, on subira moins l'effort de chaleur que si on habite dans une passoire thermique avec une façade plein sud. Voilà. Donc, on essaye de ne pas être trop anxiogène. On n'annonce pas des catastrophes pour le plaisir d'annoncer des catastrophes. Il y a aussi un côté pédagogique. Hein. Et le côté anxiogène, il va avoir un double effet. Voilà. Être anxiogène, il y a des gens qui vont dire de toute façon, on va tous mourir. On peut continuer à cramer du carbone parce que autant qu'on en profite, ça ne va pas durer longtemps. Mais non, il y a aussi un côté psychologique qui n'est pas anodin. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, c'est vraiment l'idée d'être informé sur justement à quoi s'adapter et comment calibrer les actions Après, ce publiques. n'est pas un délire de scientifique, c'est une réalité physique. Hein. Le temps qu'on éjecte du gaz à effet de serre, l'effet de serre augmente et la température augmente à l'échelle mondiale. Il n'y a pas d'échappatoire, malheureusement. Donc il est 12h11. Je vous propose du coup de conclure. Tout d'abord en remerciant notre intervenant pour la qualité de son intervention. Juste un petit point d'agenda pour la suite. Donc le prochain webinaire sera le 17 juin à 14h. Donc on recevra la DREAL Bretagne qui justement nous parlera du plan national d'adaptation au changement climatique et reviendra sur cette track et nous informera aussi sur comment en fait ce décret va pouvoir s'appliquer là auprès des collectivités. Le 30 juin, on aura ensuite eu à 14h pareil une intervention sur le paysage et changement climatique et là on recevra donc 3 intervenants. L'OEB qui nous donnera un peu les grands chiffres autour du paysage en Bretagne. On aura l'Institut fédéral de recherche neige, paysage et forêt de Zurich en Suisse là, qui nous présentera ses travaux de prospective justement sur la Suisse à plus 4 degrés. Et on aura aussi une intervention de l'Audiard de Rennes qui nous présentera son travail, donc Dessine-moi un paysage 2050 en Bretagne.
Et puis donc ce cycle d'information se terminera là pour cet été avec une rencontre technique, donc le 8 juillet après-midi, qui aura lieu à Ploufragan, donc pour parler plus adaptation dans le cadre du bâti. Voilà, donc un grand merci encore à notre intervenant pour son intervention. Oui, 8 juillet matin, pardon. Je vois que Vianney. Merci à tous. Je souhaite une bonne journée et vous m'enverrez la vidéo? Oui, oui, oui. Ok. Eh ben, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.